Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, en préambule, je tenais à remercier les membres du fonds, parce qu'on est vraiment très heureux, enfin toute l'équipe que je représente, très heureux d'avoir été sélectionné pour ce projet. Et oui, voilà, juste avant de vous parler du projet, je souhaite, c'est quelque chose qui est très important pour moi, je souhaite rendre hommage à une chercheuse qui s'appelle Annie Hubert, donc qui nous a quittés le 11 juin 2010 et qui est la figure tutélaire sans probablement lequel ce projet n'aurait pas vu le jour. Je pense il est probable qu'un certain nombre d'entre vous dans la salle la connaissent, en particulier dans cette institution, puisqu'entre autres, elle a été lauréate du prix de la recherche en nutrition de l'IFN en 2005. Et voilà, si j'ai choisi de lui rendre hommage, c'est parce que tous les chercheurs en sciences humaines et sociales qui sont impliqués dans ce projet ont été très proches d'elle, et en particulier ont fait partie d'un groupe qu'elle avait fondé à Bordeaux, qui s'appelait La Marmite. Et par ailleurs, il me semble vraiment que ce projet est dans la droite ligne de sa philosophie et de son travail, et en particulier l'insistance qu'elle avait sur la question de la pluridisciplinarité. Pour elle, il était une absolue nécessité que sur les questions d'alimentation et de nutrition, sciences humaines et sociales, épidémiologie et sciences de la vie puissent travailler ensemble. C'était quelque chose d'important pour moi, parce que c'est quelqu'un qui a eu un poids important sur ma trajectoire scientifique, sur ce que je suis devenu. Donc je voulais profiter de ce projet voilà, pour lui rendre hommage. Alors, concernant donc le projet, impact de la participation et du développement des compétences sur les comportements alimentaires des populations précaires. La première chose que je vais faire, c'est de dresser un petit peu le contexte. Donc, clairement, on a un lien fort entre les inégalités sociales, les inégalités de santé et les inégalités nutritionnelles. D'ailleurs, de ce point de vue, les publics les plus fragiles, les plus vulnérables, sont des cibles privilégiées des actions des pouvoirs publics et des plans, que ce soit le PNNS, le PNA, qui sont mis en œuvre depuis plusieurs années. Nous avons donc choisi d'évaluer une intervention qui était portée par des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pour être tout à fait précis, il s'agit d'un réseau national d'épicerie sociale et solidaire, l'ANDES. Cette intervention nous a semblé originale à un double niveau. D'abord parce qu'elle portait sur la question, sur la mise en place d'un approvisionnement innovant, qui mettait au cœur de cet approvisionnement la question du circuit court, la question du lien entre producteurs et consommateurs. Ensuite, parce qu'elle s'accompagnait aussi d'un volet d'ateliers autour de l'alimentation qui visait en quelque sorte à modifier ou en tout cas à revaloriser notre rapport à l'alimentation. Et enfin, chose qui est loin d'être négligeable, au-delà de la dimension strictement santé, il nous semblait que cette action était également porteuse, tant sur le plan de la question du développement durable que de problématiques qui touchent à la question du financement de l'aide alimentaire. Et c'était quelque chose aussi d'important pour nous. Alors, quelle est au fond notre hypothèse principale autour de ce projet? Nous pensons que des interventions participatives qui mettent l'accent sur le développement des compétences culinaires au sens large ont un impact mesurable et durable sur les comportements alimentaires. Pour le dire autrement, vraiment ce qui est au cœur de notre réflexion, c'est de penser que une intervention qui va permettre au mangeur, qui va mettre le mangeur en capacité d'avoir une plus grande maîtrise de son alimentation, et ce, sur différents niveaux, aussi bien en ce qui concerne les représentations, le sens, en ce qui concerne les compétences et les savoir-faire, en ce qui concerne la capacité que peut avoir le mangeur de replacer l'aliment ou l'acte alimentaire dans sa globalité, de la fourche à la fourchette, du consommateur au producteur. Nous pensons que ces interventions qui modifient notre rapport à l'alimentation sont porteurs de changements de comportement alimentaire dans un sens positif pour la santé. Alors les anglo-saxons
ont un terme pour qualifier un petit peu ce processus, qui est un terme relativement intraduisible, ou en tout cas mal traduisible en français, qui est de parler d'empowerment. Et donc, au fond, ce qui va être au cœur de la réflexion dans ce projet, c'est cette notion d'empowerment alimentaire. Nous avons donc deux principaux objectifs dans ce projet. D'une part, évidemment, mesurer de manière rigoureuse et scientifique l'impact de cette intervention au regard de l'hypothèse que je viens de vous citer, mais également, nous ne nous arrêterons pas là, nous avons aussi l'objectif d'essayer de comprendre comment cette intervention va se mettre en place, quels sont les acteurs qui y sont impliqués, autrement dit, de comprendre les logiques qui sont à la base de l'émergence de cette intervention. Alors, en ce qui concerne l'intervention en elle-même, donc c'est une intervention expérimentale qui va se baser sur deux territoires, la région Poitou-Charentes et la région Aquitaine, et qui, comme je vous l'ai dit en introduction, va se décomposer en deux grands volets. D'abord, un volet approvisionnement. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui est calqué un petit peu sur le modèle des AMAP. Donc, en fait, il s'agit d'une part pour l'agriculteur de passer un contrat avec l'épicerie, et donc sa production va être achetée pour une saison, à savoir pour un an, ce qui lui permet d'avoir une vraie visibilité. Et d'autre part, pour l'épicerie, de pouvoir avoir accès à une production locale, de saison et de qualité. Donc ça, c'est la partie approvisionnement. Mais il y a également un volet ateliers autour de l'alimentation qui viseront en fait trois grands domaines. D'abord, la question du lien social, de la convivialité, de la place de l'alimentation dans la famille, de la parentalité. Ensuite, la question des compétences et des savoir-faire, qui, de notre point de vue, est quelque chose de tout à fait essentiel. Et enfin, cette idée de permettre aux consommateurs de replacer l'aliment dans sa dimension globale, de la fourche à la fourchette, et dans une position de solidarité avec les agriculteurs. En ce qui concerne la dimension de l'évaluation, c'est-à-dire la partie scientifique en elle-même, je crois qu'il y a 4 grands points à retenir. Le premier, c'est qu'il s'agit bien évidemment d'un travail pluridisciplinaire qui mêlera à la fois une approche sociologique, une approche anthropologique et une approche épidémiologique. La deuxième chose, c'est que nous souhaitons effectuer une évaluation en 3 temps, avant, pendant et après l'intervention. En ce qui concerne les populations qui seront la cible de ce projet, donc 2 grands types de populations. D'une part, évidemment, les consommateurs des épiceries, c'est-à-dire les gens qui fréquentent les épiceries. Donc nous travaillerons avec 150 familles. Et d'autre part, ce qui concerne évidemment l'objectif 2, nous travaillerons avec ce que nous qualifions les porteurs de projets, c'est-à-dire tous les acteurs qui, à un moment donné ou un autre, sont impliqués dans ce projet. Ça peut être évidemment les responsables de l'Andes, les bénévoles au sein des épiceries, les acteurs publics qui participent également au projet, les producteurs, etc., etc. Enfin, dernier point, très important par rapport à la rigueur de l'évaluation de l'impact de cette intervention, nous avons choisi pour les bénéficiaires, c'est-à-dire pour les gens qui fréquentent les épiceries, de sélectionner 3 grands groupes. D'une part, des personnes qui bénéficieront de l'intervention dans sa globalité. Ensuite, des personnes qui ne participeront pas aux ateliers, mais qui par contre bénéficieront de l'approvisionnement innovant. Et enfin, des personnes qui fréquenteront des épiceries où l'intervention n'est pas en place. Un point fort de ce projet, c'est la question du partenariat. Ce projet va impliquer 4 grands types de partenaires. D'abord, et c'est vraiment quelque chose d'important, des partenaires du monde universitaire et du monde de la recherche scientifique. 6 laboratoires, plusieurs universités sont impliquées dans ce projet. Ensuite, des partenaires avec le monde associatif, puisque l'Andes est porteuse de l'intervention et va être un acteur fondamental de ce projet. Enfin, et c'est vrai de manière aussi très forte, un partenariat très fort avec les pouvoirs publics, puisque sur les 2 zones géographiques sur lesquelles va avoir lieu l'intervention, aussi bien des collectivités territoriales, régions, départements, communautés d'agglomération, que des services déconcentrés de l'État, ARS, DRAF, vont être partie prenante au sens fort de ce projet. Et enfin, un partenariat avec
le monde privé, puisque l'entreprise Ferrero France est également partenaire de ce projet. Pour conclure, je voudrais souligner deux points qui me semblent être véritablement les lignes de force de ce projet et finir sur deux possibles développements de ce projet qui pourraient éventuellement compléter ce projet. Alors les deux lignes de force. Le premier point, c'est que clairement, il me semble que ce projet vient combler un manque dans l'évaluation en santé publique. Depuis longtemps, on insiste sur l'évaluation, entre guillemets, en milieu naturel et sur l'évaluation de l'impact que peut avoir des interventions qui touchent aux compétences et au savoir-faire. En particulier, il y a un rapport canadien de 2010 qui insistait énormément sur cette dimension-là. Or, il s'avère qu'il y existe très peu d'études d'envergure qui cherchent de manière rigoureuse et scientifique à évaluer l'impact de ce type d'intervention. De ce point de vue-là, il me semble que ce projet comble ce manque. Deuxième ligne de force, la notion d'empowerment alimentaire. Il me semble que cette notion est extrêmement intéressante pour trois grandes raisons. D'abord parce qu'elle permet de mêler de manière assez étroite des préoccupations qui touchent à la santé et des préoccupations qui touchent à la question de la consommation durable et du développement durable. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Deuxièmement, et c'est l'hypothèse que nous émettons, j'espère que nous avons raison, mais on va tâcher de le vérifier, nous pensons que ce type d'intervention qui se base sur cette notion sont probablement plus efficaces, je dirais, qu'une éducation nutritionnelle au sens classique du terme. Enfin, troisième élément, si nous pensons qu'il est particulièrement pertinent d'utiliser cette notion pour des populations qui sont en situation de fragilité, nous pensons également que cette notion s'applique tout à fait à la population de manière générale. En ce qui concerne des possibles développements de l'étude, donc qui seraient des ouvertures possibles, nous pensons à deux grands axes qui éventuellement pourraient être rajoutés. D'une part, une dimension économique. Il s'agirait de mesurer l'impact qu'a cette intervention, mais cette fois-ci du côté des producteurs et des agriculteurs. Est-ce que ça leur permet de développer leur activité? Et d'autre part, quelque chose aussi très important qui touche à la question du financement de l'aide alimentaire, ce serait de pouvoir mettre en place une analyse sociopolitique, donc plutôt avec des politistes impliqués, qui permettrait de travailler au niveau européen sur les questions de financement de l'aide alimentaire et du lien avec la politique agricole commune. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Normalement, j'étais censé bien tenir le temps qui m'était imparti. Je vous remercie. Bonjour, en fait, donc c'est Anne-Laure Becquet qui porte effectivement le projet. Moi, je l'accompagne, je suis directeur des projets à l'INC, puis je vais intervenir aussi là-dessus. Alors tout d'abord, merci au fond de nous avoir permis de travailler sur ce projet qui, ça faisait quelques années qu'on s'interrogeait justement sur comment aborder les systèmes de guidage alimentaire. On va donc pouvoir enfin travailler là-dessus. Donc merci vraiment, c'est de votre travail, de tout ce que vous avez fait. Et puis je voudrais aussi juste saluer l'engagement d'Anne-Laure Becquet à l'INC qui est là depuis environ 1 an et qui a vraiment porté ce projet. Donc juste avant qu'elle vous explique un peu la méthodologie, je vais vous parler 2 secondes de l'INC, l'Institut national de la consommation, parce que peut-être que certains d'entre vous se demandent mais qu'est-ce qu'on vient faire ici? Donc on est en statut, on est un établissement public à caractère industriel et commercial, hein, donc le genre de statut un peu schizophrène où on est public, mais enfin il faut qu'on trouve de l'argent ailleurs, etc. Mais on a donc des missions de service public, on en a 4, qui sont aider les organisations de consommateurs, produire des informations, des études, etc., mettre en œuvre des campagnes d'information et puis plus récemment, on a aussi comme mission d'appuyer des commissions qui nous ont rejoints, à savoir la commission de sécurité des consommateurs, la commission des clauses abusives et la commission de la médiation. Alors, pourquoi on intervient là-dessus? C'est qu'en fait, on a deux des 4 missions qui sont en plein dans notre projet. La première, c'est la production d'une expertise et d'études, de recherche finalement en matière de consommation. Et l'alimentation est évidemment un élément important de la consommation. Donc on a tout un service technique dont Anne-Laure Becquet
auquel Anne-Laure Becquet appartient, qui fait des essais comparatifs régulièrement, qui sont assez connus. Voilà, donc on fait des tests de produits, de services. On réalise régulièrement des études, alors quantitatives un peu moins, mais souvent qualitatives, pour essayer de mieux comprendre les perceptions, les réactions, les comportements des consommateurs. Donc on a un volet sciences humaines, sciences sociales, et puis donc on fait donc des études, et après on a les moyens de communiquer, de les diffuser, d'une part au grand public par le biais de nos émissions de télévision Consomag qui passent sur toutes les chaînes publiques, on fait environ 120 petits programmes par an, et puis aussi par le biais de notre journal qui s'appelle 60 millions de consommateurs, et de sites internet, on en a un certain nombre, donc 60, conso.net, etc., etc. Donc à la fois on produit de l'information, de la réflexion, de la recherche, et ensuite on essaie de le mettre en phase avec les consommateurs. Voilà, donc je vais laisser Anne-Laure continuer. Pour parler plus précisément du projet qui s'intitule « Évaluation et optimisation des systèmes de guidage alimentaire disponibles au sein des nouvelles technologies d'information et de communication », donc, comme il a déjà été rappelé, ce projet s'inscrit dans un contexte actuel assez particulier puisque le consommateur est de plus en plus averti, notamment grâce aux différents programmes nationaux comme le PNNS. Or, on sait aujourd'hui, d'après différentes études, que ces messages sont différemment perçus selon les individus, selon leur catégorie socio-professionnelle ou voire leurs connaissances antérieures, et qu'il est souvent difficile d'appliquer ces différents conseils au niveau de la vie quotidienne. Et pour cela, d'autres repères apparaissent de plus en plus au sein des nouvelles technologies d'information et de communication qui sont aussi dénommées TIC. Et on observe une multitude d'applications, par exemple, sur smartphone, qui ont des visées nutritionnelles et qui sont donc plus personnalisables et plus pratico-pratiques que des messages du PNNS qui sont véhiculés via les différents médias. La question de notre projet aujourd'hui est vraiment de connaître la fiabilité des informations nutritionnelles qui sont véhiculées par ces outils, mais aussi de voir la compréhension de ces outils par les consommateurs. Donc, pour cela, notre objectif vraiment est de permettre à tous un accès à une information nutritionnelle fiable, donc avec des informations vérifiées et qui ont une origine scientifique qui soit éprouvée, qu'elles soient compréhensibles et commodes d'emploi, ce qui est vraiment primordial parce que pour pouvoir mettre en application les conseils, il faut bien les comprendre, et qu'elles soient aussi personnalisées via ces nouvelles technologies. Pour cela, notre projet va conjuguer deux approches. Une première plus technique, qui va permettre une analyse de la fiabilité, une analyse de la pratique, et une approche comportementale qui va permettre d'appréhender l'interaction entre ces outils techniques et les consommateurs. Pour cela, le projet se déroulera en 3 phases complémentaires. Une première phase dite d'évaluation, une seconde d'optimisation, de développement, puis d'auto-évaluation, et une phase finale primordiale de communication. Dans notre première phase dite d'évaluation, nous allons d'abord évaluer techniquement les systèmes de guidage nutritionnel disponibles. Donc, permettre une analyse de la fiabilité des informations, une analyse technique des logiciels en fonction de leur ergonomie, voir aussi quelle est la rapidité du logiciel et autres. Pour cela, nous allons utiliser une méthode qui est assez éprouvée au sein de l'INC et qui est normalisée, qui est celle des essais comparatifs, qui sera donc calquée pour ces systèmes de guidage, avec une première étape qui est la définition d'un échantillonnage grâce à une documentation dédiée au questionnement des acteurs du milieu, un recensement des systèmes en fonction de leur spécificité et des cibles de population qu'elles touchent, pour pouvoir donc dégager 10 à 15 systèmes largement établis au sein des nouvelles technologies de communication et d'information et largement utilisés par les consommateurs. Puis, grâce à la constitution d'un comité technique pluridisciplinaire, on pourra dégager des critères techniques de comparaison qui permettront de discriminer les produits entre eux, puis d'élaborer des cahiers des charges d'analyse et de réaliser des analyses techniques en laboratoire qui permettront donc d'avoir un classement des produits selon leur performance. Cette évaluation technique est couplée à une évaluation comportementale dont Jean-Pierre Loisel est responsable et je vous laisse la parole pour expliquer.
Non, très rapidement, donc l'évaluation continuera effectivement avec des groupes de consommateurs, des réunions de consommateurs, dans lesquelles on travaillera justement sur l'évaluation d'un certain nombre de critères, comment ils perçoivent ces applications, etc., etc. Et par ailleurs, à côté des groupes, on va recruter un panel d'une dizaine de personnes qui seront chacune en charge d'une application et qui devront la tester si du moins elles ne l'utilisent pas déjà dans la vie réelle. Donc on leur dépose, on les briefe un peu sur la façon dont on leur demande de se servir de cette application, et puis on vient les voir quelques temps après pour leur poser justement un certain nombre de questions sur comment ils ont vécu, est-ce que ça leur a servi à quelque chose, etc. Donc ça, c'est vraiment la première phase, évaluation. Ensuite, après cette évaluation, le principe est aussi de développer un outil qui sera pratique et fiable. Et donc, pour cela, on va chercher à dégager les points forts et les axes d'amélioration des différentes applications que nous aurons évaluées auparavant, puis proposer des pistes pertinentes de développement et voir ensuite avec les professionnels compétents comment nous pouvons mettre en place une application qui soit, donc, comme on l'a déjà dit, fiable, compréhensible, commode d'emploi et aussi personnalisable. Ensuite, bien sûr, on peut développer, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est de pouvoir évaluer ce que vaut le développement qu'on aura fourni. Pour cela, on réitère une seconde phase dite d'auto-évaluation qui est essentiellement basée sur les mêmes principes que ceux de la phase A. Donc, une première auto-évaluation plutôt technique qui permettra, selon les mêmes critères, de voir la fiabilité des informations nutritionnelles, voir la fiabilité du logiciel en lui-même. Puis, même si on sait que les smartphones aujourd'hui sont le futur de la téléphonie et des outils de communication, on sait encore aujourd'hui qu'une part de la population n'y a pas accès et qu'il ne faut pas l'oublier. Et donc, mettre en parallèle éventuellement un élargissement à d'autres moyens de communication directement sur le lieu d'achat qui suivraient les mêmes méthodes que celles proposées lors de l'application smartphone développée. Et ceci sera possible grâce à différents échanges avec les acteurs du secteur. Enfin, donc, dans la même lignée, si une auto-évaluation technique a été réalisée, une auto-évaluation comportementale, elle aussi, sera faite en parallèle. Voilà, donc pour terminer le travail, on va effectivement réévaluer avec 3 nouveaux focus group. Alors là, le travail qu'on aura déjà avancé, en particulier le projet d'application sur lequel on sera. Et puis, par ailleurs, on fera une quinzaine d'entretiens. Alors là, plus spécifiquement auprès de personnes en situation, sinon précaire, du moins d'origine modeste, puisqu'on sait qu'il y a un vrai problème de nutrition en particulier et d'alimentation dans ces milieux-là, auprès desquels on fera des entretiens donc, sur cette nouvelle application et sur la façon dont ils peuvent se l'approprier, leurs attentes éventuelles et leur façon de l'utiliser potentielle. Et puis, donc pour terminer, parce que tout ça ne sera pas terminé avant que ça soit diffusé, l'objectif de cette dernière phase, c'est effectivement une phase de communication. Une fois qu'on sera arrivé avec notre système, ou en tout cas les pistes dégagées pour un système de guidage nutritionnel plus performant et surtout peut-être dont les consommateurs, que les consommateurs pourront plus facilement s'approprier, il va falloir en parler. Donc il y a deux axes de communication. D'une part, auprès des professionnels nutrition, mais aussi professionnels NTIC, par l'organisation de tables rondes, d'une part, et par ailleurs, par le portage à l'AFNOR, avec lequel on collabore très souvent, de l'initiation d'un processus de normalisation, justement, de ces systèmes de guidage. Et d'autre part, une communication grand public. Alors là, pour le coup, on revient INC classique avec réalisation de films qui seront diffusés sur les chaînes nationales, une campagne sur les réseaux sociaux et puis aussi une campagne de relations presse justement pour que ça fasse un peu, qu'on en parle dans la presse grand public.
Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je voulais bien évidemment d'abord remercier le jury qui nous a sélectionnés et le fonds qui nous apporte son aide généreuse et bienveillante. Donc le projet que je porte, ça s'intitule « Étudiants consommateurs vers l'équilibre ». Je ne suis pas le seul à le porter, nous sommes 3 partenaires. Le Défi Santé Nutrition Brestois, qui est une association de loi de 1901, qui intervient dans la formation, dans la sensibilisation des personnels, d'entreprises, de collectivités publiques et autres, dans la nutrition. Donc c'est un acteur privilégié, ce sera la cheville ouvrière du projet. Le SUMS, le service universitaire de médecine de prévention et de promotion de la santé, qui est un service de l'UBO, qui est l'Université de Bretagne occidentale, qui intervient donc sur les problématiques de promotion et de prévention de santé au niveau des étudiants. Et puis le CLOUS de Brest, dont je suis le directeur, qui est le bras local du CROUS de Rennes. Alors pour les gens qui ne connaissent pas les CROUS, ce sont des établissements publics administratifs, donc pas schizophrènes. Nous aidons directement les étudiants en leur versant des bourses et indirectement en les logeant et les restaurant. On sert à peu près 60 millions de repas au niveau national. D'où cette problématique de nutrition qui nous intéresse fortement. Nous avons eu une habitude de collaboration depuis 1 an et demi entre ces 3 partenaires, puisque nous avons mis en place à Brest des actions d'information et de sensibilisation à la nutrition par le biais de cafés-discussions dans des cafétérias de restaurants, par le biais d'ateliers de culinaires en résidence où on s'adresse à une population étudiante relativement défavorisée à qui on donne des outils ou des idées pour se cuisiner pour un budget relativement serré, un repas équilibré. Donc toutes ces actions ont fait naître cette idée de réponse à l'appel à projet et ce titre. Donc la cible, vous l'avez bien compris, ce sont les étudiants. Un étudiant, ça n'a pas beaucoup de temps pour manger, ça n'a pas beaucoup d'argent pour manger, ça mange gras, ça mange sucré, et c'est un consommateur peu vigilant. Donc le transformer de consommateur relativement passif à acteur d'une nutrition saine et équilibrée, c'est un travail intense. Pour pouvoir opérer cette mutation, nous avons décidé de mettre en place un système de guidage en distribution dans un restaurant universitaire et de créer un logiciel interactif sur un site internet accessible avec des bornes internet sur site, sur restaurant universitaire et de chez soi sur son ordinateur. Donc l'objectif, c'est bien de sensibiliser les étudiants à avoir une alimentation saine et équilibrée. Bien évidemment, le deuxième aspect de l'appel à projet est traité puisque ces systèmes de guidage seront bien évidemment évalués. Donc, je vais vous expliquer ce qui nous a guidés, ou plus exactement les priorités nutritionnelles et les indicateurs qui serviront à l'évaluation. Et puis, je vous ferai je vous dresse un bref portrait de notre action et de son déroulement. Donc, les priorités nutritionnelles. Je suis obligé de me tourner, je n'ai pas de... Je suis désolé. Nous avons donc déterminé plusieurs priorités nutritionnelles qui seront donc évaluées grâce aux indicateurs que nous mettrons en place et que je vais vous démontrer tout à l'heure. C'est renforcement des compétences des étudiants à consommer un repas équilibré. Deuxième axe, l'augmentation de la consommation des fruits et légumes. Le troisième, la diminution de la consommation de préparation grasse. Quatrième, diminution de la consommation de préparation sucrée. Et le dernier, on doit voir, grâce au système de guidage, une augmentation de la proportion d'étudiants à consommer 3 composants au repas.
pour ce faire et pour l'évaluer plusieurs indicateurs, des indicateurs portant sur le rôle du système de guidage. On va essayer de quantifier le pourcentage d'étudiants mangeant aux rues qui connaissent l'existence de ces systèmes de guidage. Nous essayerons aussi de vérifier le pourcentage d'étudiants mangeant aux rues qui utilisent régulièrement le logiciel et le pourcentage d'étudiants mangeant aux rues qui estiment que les systèmes de guidage et d'information jouent un rôle dans les consommations alimentaires aux rues. Le deuxième batterie d'indicateurs, plus nombreux, ce sont des indicateurs portant sur l'impact des systèmes de guidage. Donc on va quantifier le nombre d'étudiants capables de composer un repas équilibré, le nombre de consommateurs de fruits et légumes, les ventes de plats intégrant des fruits et légumes, le nombre d'étudiants à consommer 3 composants de repas, les ventes des plats apportant plus de 15% de lipides, je vous passe le reste, le nombre d'étudiants à consommer régulièrement des plats gras, les ventes des préparations apportant plus de 20 grammes de glucides par portion. Et en dernier, le nombre d'étudiants à consommer régulièrement des produits sucrés. Donc, nous sommes au début de la phase. Nous sommes en train de réfléchir sur l'élaboration du système, sur la création du site internet, sur le kit de guidage en zone de distribution. Ça va nous amener à entamer de la formation du personnel. C'est un sous-objectif, j'allais dire, de l'appel à projet, qui est en restauration universitaire de développer une qualité de service et de prestation qui nous permettra d'être des acteurs incontournables et plus professionnels de la bonne alimentation. Donc ensuite, nous allons faire une étude avant-après, avant sans système. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mangent les étudiants? Est-ce qu'ils mangent vraiment gras, sucré? Est-ce qu'ils n'ont aucune conscience de leur capacité à équilibrer leur repas? On mettra en place le système. On le fera sur un menu, sur un plan alimentaire de 6 semaines, qu'on reproduira à l'identique quelques mois après, pour voir si le système de guidage a été pertinent ou pas. Nous analyserons en dernier lieu l'impact avec les indicateurs de ce système. Les perspectives sont relativement importantes dans le sens où nous travaillons en réseau. Les CROUS, le CNOUS, c'est un centre national, les centres régionaux, avec 28 CROUS, 16 CLOUS. Ça nous permettra, si l'évaluation correspond à ce qu'on en pense, c'est-à-dire qu'elle est pertinente, on pourra développer ce produit ou ces produits sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par remercier sincèrement le Fonds d'avoir retenu et de soutenir notre projet que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui et qui s'intitule « Nourrir de plaisir ». Il vise à mesurer le plaisir alimentaire de l'enfant via Internet et il porte l'acronyme MIAM pour « Mesure via Internet de l'alimentation du jeune enfant ». Quelques éléments du contexte. L'enfance, c'est une période tout à fait cruciale dans l'édification du répertoire alimentaire. On sait aujourd'hui que les préférences alimentaires, les habitudes, une fois qu'elles sont installées, elles sont difficiles à modifier. D'où l'importance de mieux comprendre les facteurs précoces susceptibles d'influer sur leur mise en place, mais aussi sur leur développement. De nombreuses études ont été conduites en envisageant cependant l'alimentation essentiellement sous un angle nutritionnel. On atteste d'ailleurs les travaux qui ont été présentés juste avant moi. La composante hédonique est finalement assez rarement étudiée en tant que telle. Or, cette composante hédonique, elle est tout à fait cruciale et dominante chez l'enfant pour qui le plaisir de manger, c'est un prérequis nécessaire à la consommation. Le plaisir alimentaire résulte de différentes composantes. Alors, une composante bien évidemment sensorielle qui renvoie au goût, à la flaveur des aliments, ou ce qu'on appelle dans notre jargon les propriétés organoleptiques des aliments.
Une composante également psycho-affective qui renvoie davantage aux conditions émotionnelles sociales dans lesquelles se déroule l'acte alimentaire. Et enfin, une composante cognitive qui a trait à la filiation symbolique des aliments. Notre objectif, en fait, sera de développer un outil informatique permettant de mesurer ces 3 composantes du plaisir alimentaire, et ce, chez l'enfant de 5 à 10 ans. Envisageons en premier lieu la composante sensorielle. Elle sera appréhendée au moyen d'un test que nous avons créé et validé dans le cadre d'une étude en cours, qui est l'étude EDEN sur les déterminants précoces du développement. Dans ce test, on va mesurer l'appréciation par l'enfant d'une gamme tout à fait variée d'aliments très différents d'un point de vue sensoriel, des aliments plus ou moins amers, plus ou moins acides. On ne va pas parler ici de lipides, de glucides, de teneur en matière grasse, pas du tout. On parle vraiment des aspects sensoriels. Également des aliments à la flaveur prononcée ou moins prononcée. L'enfant va alors exprimer son appréciation au moyen d'un curseur qu'il va déplacer le long d'une échelle, comme figuré ici sur la petite photo. Cette échelle va être ponctuée de 3 smileys, grimaçants, neutres ou souriants. Et au dos de cette échelle, l'expérimentateur va pouvoir transcrire la réponse de l'enfant en un score, en une note hédonique allant de 0 à 10. Et à partir de ces scores, on va pouvoir ainsi décrire, établir des profils d'enfants plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles, très sélectifs, par exemple, qui vont rejeter en particulier les fromages, mais aussi les becs sucrés, les becs salés. Alors elle présente l'avantage, cette échelle, d'être validée dès l'âge de 5 ans. Cependant, elle requiert nécessairement la présence d'un expérimentateur pour une passation en face à face. Excusez-moi, il y a quelques problèmes au niveau de la présentation, donc ça clignote un peu partout, mais ça va. Je vais essayer de regarder un petit peu mieux mes slides. Donc, l'objectif sera dès lors d'établir le lien entre ces profils établis à partir de cette échelle et des facteurs précoces d'exposition sensorielle et de pratique parentale qui sont mesurés par ailleurs dans le cadre de l'étude EDEN. En second lieu, notre objectif sera véritablement d'adapter cet outil pour disposer d'une version informatique via Internet, une version au cours de laquelle, par exemple, l'enfant pourrait se voir présenter différentes photographies d'aliments dont on a vérifié au préalable qu'il les reconnaît, qu'il les identifie bien, et il pourra exprimer son jugement à l'aide de la souris en faisant, par exemple, évoluer l'expression des smileys présentés également sur l'écran. Nous tiendrons compte évidemment de l'âge des enfants, en particulier de leur capacité cognitive, linguistique et de leur degré d'autonomie. Nous envisageons probablement 2 versions de ce test avec une segmentation à 7 ans. Concernant la validation externe de ce test, elle sera évaluée en comparant les résultats issus du test initial, conduit en face à face, avec les résultats issus de la nouvelle version informatisée, et ce seulement sur un sous-échantillon d'enfants. Abordons maintenant la question de la composante psycho-affective du plaisir alimentaire. Elle sera évaluée au moyen de jeux scénarisés via donc Internet, et ce, afin de mesurer l'attractivité de l'alimentation lorsqu'elle est mise en compétition avec d'autres activités tout à fait attrayantes pour l'enfant. Et ceci au moyen de méthodes implicites que je vais ici présenter très simplement. Imaginons une situation très simple, inspirée des jeux vidéo que les enfants connaissent bien, une situation par exemple de fête foraine. L'enfant, par identification à un personnage qu'il va choisir, va se promener dans cette fête foraine et va être amené à choisir différentes activités au travers de stands alimentaires ou de stands plus ludiques. Et la priorisation de ces choix va nous permettre ainsi d'évaluer l'attention portée à la composante alimentaire lorsqu'elle est confrontée à d'autres situations également intéressantes pour l'enfant. De même, la nature même des activités qui vont être choisies spontanément par l'enfant nous permettra d'appréhender la notion de recherche de sensations, aussi bien d'ailleurs dans le domaine alimentaire que dans le domaine non alimentaire. De même, ces tests nous permettront d'appréhender la question de la commensalité, qui est l'envie de partager, etc. Donc la spécificité de ces tests, c'est qu'ils reposent sur des méthodes
implicite s'adressant aussi bien à l'enfant prélecteur que l'enfant lecteur, dans la mesure où elle ne requiert aucune recherche explicite de l'information en mémoire, ni même de verbalisation de réponses formelles. En revanche, le degré d'autonomie de l'enfant sera à considérer pour élaborer peut-être 2 versions ou 3 versions de ce même test selon leur degré d'autonomie. Enfin, la validité externe de cet outil sera évaluée au moyen d'une comparaison entre les profils d'enfants établis à partir de ces jeux scénarisés et des mesures plus classiques, déclaratives, obtenues au moyen de questionnaires qui vont être renseignés par les parents sur 2 dimensions, des questionnaires qui ont été préalablement validés et publiés, sur 2 dimensions, donc l'intérêt alimentaire et le plaisir alimentaire. Enfin, je terminerai par la composante cognitive du plaisir alimentaire. Elle sera évaluée au moyen de jeux informatisés inspirés de tests classiquement utilisés en psychologie cognitive et en psychologie sociale. Citons par exemple, titre de source d'inspiration, le test d'association qui a été créé par Rosine pour l'adulte, que nous envisageons d'adapter à l'enfant. Au cours de ce test, on va présenter 3 aliments, par exemple ici, banane, ananas, chocolat. Et ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment l'enfant va associer ces aliments entre eux. Par exemple, on va lui demander de choisir 2 aliments parmi les 3 qui vont le mieux ensemble. Alors, ce qui va nous intéresser, ce sera bien sûr son critère d'association. Est-ce que c'est un critère nutritionnel, alimentaire, ce sont des fruits, etc. Est-ce que c'est plutôt un critère hédonique, une banane avec du chocolat fondu, c'est pas mal en termes donc culinaires et de plaisir ressenti lors de la dégustation. Une version imagée de ce même test pourrait être envisagée pour l'enfant prélecteur. L'intérêt, bien sûr, nous veillerons véritablement à proposer toute une série d'items afin de ne pas surinterpréter la réponse de l'enfant à partir d'un seul exemple. La tâche de décision également est une source d'inspiration pour nous. Elle est très souvent utilisée, notamment chez l'enfant. Elle consiste simplement à présenter une suite de lettres et la tâche du sujet sera simplement de décider le plus rapidement possible si cette suite de lettres forme un mot qui existe ou pas. Parmi les mots qui vont être sélectionnés, nous proposerons des noms d'aliments qui vont relever soit d'une alimentation évidemment plus ou moins axée sur le concept de plaisir, mais également des noms d'aliments relevant plus d'une alimentation équilibrée, saine ou plus ou moins contraignante, etc. Les temps de réaction seront mesurés afin de tester l'hypothèse, l'hypothèse étant que les temps de réaction accélérés reflèteront une attraction forte ou plus exactement une disponibilité des concepts activés qui seront facilités dans le cas des dimensions qui seront prégnantes pour l'enfant. Une version imagée également pourrait être envisagée pour l'enfant prélecteur avec une interrogation sur la comestibilité de l'objet proposé. Là encore, avec une mesure des temps de réaction, toujours pour mesurer cette disponibilité des concepts prégnants pour l'enfant. Des prétests seront évidemment prévus pour, d'une part, sélectionner, adapter les tests et aussi veiller à la sélection des items, des mots et des images qui vont être utilisés dans ces différents tests. Le développement maintenant informatique de cet outil va reposer sur l'expertise de l'INED. Ce pôle informatique, en effet, développe une plateforme permettant de traduire de façon ludique des tests standards. Quant à la finalisation de l'outil, la réalisation d'un kit Miam, eh bien, elle sera déléguée à un prestataire de service tel qu'il a été mentionné donc, dans le projet. En somme, je finirai cette présentation très rapide en rappelant que le plaisir alimentaire, c'est bien sûr un puissant moteur des choix et que le kit Miam aura pour ambition et pour originalité d'interroger directement l'enfant sans passer par le parent et probablement limiter ainsi ce qu'on appelle l'effet de désirabilité sociale que nous avons pu largement mettre en évidence au travers d'autres études. Il offrira ainsi un outil parcimonieux, interactif, facilement transposable dans des grandes études, des études de grande envergure de type épidémiologique nécessaires lorsque l'on veut comprendre l'émergence et l'évolution des comportements alimentaires. Il intégrera donc une composante hédonique et ceci, in fine, pour mieux asseoir les politiques publiques de prévention et de conseil aux parents, parce que manger sain, c'est bien, mais manger heureux, c'est mieux. Voilà, je vous remercie de votre attention.
merci au fond d'avoir retenu le projet présenté par Sergueï, qui va vous détailler juste après. En tant que directeur donc, de notre unité toute récemment créée, 1073 de l'INSERM à Rouen, je voulais juste brièvement situer le contexte de cette étude, de ce projet Plaisir alimentaire. Donc, notre unité est un groupe multidisciplinaire associant des cliniciens et des chercheurs pour étudier trois aspects de la relation entre l'axe intestin-cerveau, le métabolisme intestinal et sa réponse inflammatoire, son adaptation dans différentes situations de stress, l'effet des nutriments sur ce métabolisme, et puis des mécanismes de régulation centrale au niveau du cerveau, et en particulier de l'hypothalamus, et d'autres zones pour la prise alimentaire et la réponse motrice et la sensibilité digestive, avec des centres d'intérêt récents et assez innovants concernant le rôle d'anticorps antineuropeptides et de la stimulation périphérique ou centrale de ces régulations. Et avec ce background, nous nous intéressons aussi bien à des aspects physiologiques que physiopathologiques au sein d'un environnement très multidisciplinaire, non seulement de notre équipe, mais d'un institut de recherche et d'innovation biomédicale de Haute-Normandie qui vient d'être relabellisé par l'AERES et l'INSERM. Et donc des champs d'intérêt principalement pour aujourd'hui dans les troubles du comportement alimentaire et l'obésité, où on voit bien le glissement possible entre le plaisir alimentaire et les troubles pathologiques, et d'autre part des centres d'intérêt également qui peuvent interférer sur l'intestin irritable et les maladies inflammatoires intestinales. Donc merci encore au fond, et je laisse la parole à Sergueï pour la présentation du projet. Merci Pierre. Et, je voudrais aussi remercier le Fonds pour avoir choisi notre projet. Donc, le but du projet, c'est de tester une hypothèse si les facteurs sociétogènes peuvent être nécessaires pour le plaisir alimentaire. Et des études prévues, c'est d'étudier l'effet de alpha-MSH, c'est la mélanotropine, sur la sécrétion de la dopamine utilisée comme le marqueur du plaisir alimentaire dans le cerveau chez le rat au cours de la prise alimentaire. Au deuxième temps, on va étudier les effets des autoanticorps contre ce peptide alpha-MSH dans la sécrétion de la dopamine pour voir son rôle possible dans l'anédonie alimentaire. Donc, si vous demandez pourquoi on a un acronyme PA2, ça veut dire que c'est PA 2 fois prise alimentaire égale plaisir alimentaire. En tout cas, nous souhaitons que ce soit comme ça. Donc, pour situer un petit peu ce projet et pour objectiver le plaisir alimentaire au niveau neurobiologique, le meilleur marqueur, c'est la dopamine. La dopamine qui est la dérivée de l'acide aminé tyrosine, synthétisée par les neurones dans le cerveau dans un processus enzymatique et qui est localisé dans certains neurones qui sont appelés par les lettres A, A10, l'aire tegmentale ventrale ou A13, comme les autoroutes en France, par exemple. Rouen-Paris, A13, donc c'est la dopamine qui vient dans l'hypothalamus. Et donc c'est la sécrétion de la dopamine dans le noyau accumbens qui est reconnu aujourd'hui comme le déclencheur du plaisir. Mais ce n'est pas un plaisir spécifique au plaisir alimentaire, c'est un plaisir qui est non spécifique et associé avec n'importe quel comportement motivationnel. Comment on peut étudier le plaisir alimentaire de façon neurobiologique? Donc, on a pensé que la dopamine peut être stimulée par les facteurs de satiété qui sont donc spécifiques à la prise alimentaire. Donc, il y a plusieurs hormones satiétogènes périphériques, surtout qui sont synthétisées par le système digestif, mais ensuite, tous sont canalisés dans l'hypothalamus ou l'alpha-MSH. Donc, vous voyez, c'est un peptide mélanotropine très acide aminé et sécrété comme une molécule représentant la voie commune et finale de la satiété. Et il va agir au niveau de l'hypothalamus, mais également, on trouve beaucoup de récepteurs pour ce peptide au niveau du noyau accumbens. Donc, dans notre hypothèse, on va vérifier si ce peptide satiétogène va stimuler la sécrétion de la dopamine et donc peut être responsable de la perception de la satiété.
c'est bien sûr, ce n'est pas la satiété finale, c'est le ressaisissement, au cours du ressaisissement de l'animal que le peptide sécrété il produit la dopamine, stimule la dopamine. Donc ça, c'est le coupe du cerveau de rat où on va implanter 2 canules de guide de microdialyse dans l'hypothalamus latéral ici et dans le noyau accumbens par les techniques stéréotaxiques. Et on va mesurer simultanément la sécrétion de la dopamine par une technique de microdialyse cérébrale. Vous voyez ici un petit peu le principe de cette technique. Il y a des ondes de probes de microdialyse qui est assez petites, donc avec une membrane semi-perméable qui est de 2-3 mm et qui est implantée dans le cerveau. Et donc vous voyez ici, il y a une direction de flot microfluidique très faible taux, 1 microlitre par minute, et qui permet presque d'avoir un équilibre entre le milieu extérieur à l'extérieur de la membrane. Et donc le microdialysat ensuite est collecté et ensuite analysé par les systèmes HPLC, par exemple le Dionex qu'on a déjà au laboratoire. Donc cette technique a été déjà utilisé plusieurs fois. Par exemple, ici, vous voyez comme animal peut avoir l'accès à la nourriture. Il est connecté avec donc, des tuyaux qui permet de bouger normalement, avoir l'accès à la nourriture. Et on peut mesurer donc, la libération de la dopamine. Mais bon, cette étude a déjà été faite il y a 10 ans. Et maintenant, il y a beaucoup d'avancements dans les technologies pour la microdialyse et également pour la prise alimentaire. Donc on va installer un nouveau système de la prise alimentaire qui a été développé récemment par une petite société parisienne, Adenfi, en fait en association avec INRA. Et donc ce dispositif permet de mesurer de la façon automatique la prise alimentaire et la prise hydrique. Donc ça, c'est un protocole expérimental. Je ne vais pas aller tout en détail, juste pour vous montrer qu'on a bien réfléchi sur ce projet. Et donc, aussi pour vous montrer qu'en fait, on a pensé aussi à faire le lien avec l'homme, parce qu'on va étudier cet effet d'interaction entre le peptide et la dopamine, aussi en injectant des anticorps contre le peptide. Et ces anticorps, on va purifier du plasma de patients boulimiques qui présentent l'anédonie, donc l'absence de plaisir alimentaire, du plaisir en général, le plaisir alimentaire en particulier. Pourquoi? Parce que récemment, on a identifié les anticorps contre alpha-MSH dans le sérum des sujets boulimiques et le taux de ces auto-anticorps corrélé avec les symptômes chez ces patients. Voilà, donc pour résumer les objectifs, nous avons étudié les voies moléculaires liant la satiété et le plaisir alimentaire et on va vérifier si ces voies sont impliquées dans l'absence du plaisir alimentaire chez l'homme. Je voudrais donc vous remercier pour votre attention. Bonjour, moi je m'appelle Alexandra Chmielewski, je suis l'interne du docteur Marie Pigère qui va nous rejoindre par la suite, qui ne pouvait être présente ce matin. Donc je tiens à remercier encore une fois le jury qui a sélectionné notre projet et le Fonds français de l'alimentation. Donc je vais vous parler de l'évolution de la sensibilité centrale à la leptine après gastric bypass chez le mini-pig et son implication dans les voies de l'homéostasie énergétique et les voies en fait du plaisir. Donc, la prise alimentaire est sous le contrôle en fait, d'un équilibre énergétique qui permet de maintenir un poids stable. Il existe un organe situé à la base du cerveau qui est l'hypothalamus qui permet en fait, de maintenir cet équilibre. L'équilibre en fait, se fait entre les entrées, les apports alimentaires et les sorties, qui impliquent l'activité physique, la thermogénèse, la production de chaleur et le métabolisme de base. Pour maintenir cet équilibre, la leptine, qui est une hormone qui est produite par le tissu adipeux, qui est le reflet des réserves en graisse, permet en fait, envoie un signal, permet en fait à l'hypothalamus de maintenir cet équilibre. Cependant, cet équilibre peut être contrebalancé par une susceptibilité individuelle et biologique.
et des facteurs environnementaux, comportementaux et socio-économiques qui déséquilibrent cette balance énergétique. Je vais vous parler également en fait de la voie dopaminergique, qui est la voie en fait du plaisir dans la prise alimentaire, qui implique la dopamine. Cette voie en fait intègre différents signaux visuels, olfactifs, etc. La voie en fait dopaminergique est interconnectée avec l'hypothalamus, donc la leptine serait également impliquée indirectement dans la voie en fait du plaisir dans la prise alimentaire. L'obésité se caractérise par une augmentation du tissu adipeux, donc une augmentation de l'hormone qui est produite par le tissu adipeux qui est la leptine. Donc on retrouve une augmentation de la leptine. Cependant, la leptine, normalement, elle diminue la prise alimentaire et augmente les dépenses énergétiques. Mais on ne retrouve pas ça en fait en cas d'obésité, ce qui nous fait suggérer qu'il existe une résistance au niveau de l'hypothalamus à l'action de la leptine. Donc la question qu'on peut se poser, est-ce que la perte de poids permet une restauration de cette sensibilité centrale à la leptine? Donc pour vous présenter le design de notre étude, donc nous allons en fait induire une résistance à la leptine chez nos cochons en les rendant obèses, puis réaliser une chirurgie de l'obésité qui est le gastric bypass. Ça consiste en fait, on réduit la taille de l'estomac et on crée une sorte de court-circuit intestinal. Donc on a à la fois une malabsorption des nutriments et une diminution de la prise alimentaire. Nous allons surveiller nos cochons et voir en fait si cette chirurgie permet d'améliorer la sensibilité centrale à la leptine. Pourquoi avoir choisi le mini-pig? Donc le mini-pig, en fait, c'est un cochon qui est différent du cochon de ferme de par son poids, notamment un cochon de ferme, c'est jusqu'à 300 kg. Un mini-pig, c'est 35 à 40 kg. C'est un modèle qui est développé depuis plusieurs années en recherche médicale. Il présente de nombreuses similarités avec l'homme, notamment car il est omnivore, tout comme l'homme. Il a un comportement alimentaire similaire à celui de l'homme, avec notamment une attirance pour les produits sucrés, riches en graisse. Et également, en fait, au niveau anatomique, il présente une anatomie et une taille en fait similaire à celle de l'homme. Et également, c'est un bon modèle chirurgical, notamment en fait pour cette chirurgie de l'obésité qui est le gastric bypass. Donc, dans le planning de notre projet, 18 cochons vont être inclus. Il y aura 12 cochons qui vont bénéficier d'un régime gras pendant 10 semaines pour les rendre obèses. Parmi ceux-ci, 6 cochons auront un gastric bypass et à la fin, au bout d'un mois, ils seront sacrifiés et nous prélèverons le cerveau des cochons. Les 6 autres cochons ayant bénéficié du régime hypergras seront sacrifiés à la fin de la diète hyperlipidique. Il y aura également un groupe contrôle qui sera également sacrifié à la fin de l'étude. Pour évaluer la sensibilité à la leptine, nous avons 2 moyens. Le premier moyen est l'IRM fonctionnel après injection de leptine que nous allons réaliser chez nos cochons avant le début de la diète hyperlipidique, après, à la fin de la diète hyperlipidique, après le gastric bypass pour le groupe de cochons qui aura eu cette chirurgie et pour le groupe contrôle. Je vous rappelle, en fait, pour l'IRM fonctionnel, nous allons pouvoir étudier l'hypothalamus, mais également le circuit de récompense et ses modifications après tout ce que nous allons faire subir à nos cochons. Le deuxième moyen est l'immunomarquage au niveau de l'hypothalamus. C'est l'immunohistochimie P-stade 3. C'est la voie de signalisation de la leptine. En fait, la leptine va se fixer sur des récepteurs. Et ensuite, ça va induire toute une cascade de signalisation. Ça sera bien sûr réalisé après sacrifice et extraction du cerveau de nos cochons. Parallèlement, nous allons réaliser des tests de comportement alimentaire pour évaluer l'appétence de nos cochons pour le régime hypergras versus le régime normal, ce que nous allons réaliser une fois par semaine en leur proposant deux repas, en fait, et nous allons voir un peu ce qu'ils auront chacun ingéré à la fin de ce test. Les résultats que nous attendons,
après la chirurgie de l'obésité, c'est une perte de poids qui, nous l'espérons, pourrait restaurer la sensibilité centrale à la leptine et donc restaurer la régulation de la prise alimentaire avec en fait une diminution de la prise alimentaire, une augmentation des dépenses énergétiques. Donc cette étude implique deux équipes. L'unité U859, dirigée par le professeur François Patou, qui a développé le modèle chirurgical de gastric bypass chez le cochon, et l'équipe U837 du docteur Vincent Prévost, qui a l'habitude de travailler en fait sur l'hypothalamus et la leptine. Je vous remercie de votre attention et les mini-pigs, le docteur Marie Pigère et moi-même remercions le Fonds français de l'alimentation pour sa générosité. Moi, je m'appelle Martine Cador, je suis directrice de recherche au CNRS à Bordeaux. Et donc, je remercie également le Fonds français alimentaire, alimentation et santé de nous avoir sélectionnés dans le cadre de ce projet que je vais vous présenter. Donc, qui s'intitule en fait Modèle neurocomportemental du plaisir alimentaire et qui s'intéresse aux effets de l'exposition à des aliments sucrés à l'adolescence sur le développement cérébral et sur le comportement alimentaire à l'âge adulte. Alors l'adolescence est une période extrêmement critique dans le développement, chez l'humain et chez l'animal, au cours desquelles on a des spécificités comportementales qui apparaissent, telles que par exemple une forte forte interaction sociale, un développement cognitif important, prise de risque et recherche de nouveautés sont aussi extrêmement caractéristiques du comportement de l'adolescent, ce qui fait que l'adolescent est extrêmement sensible aux récompenses à la fois alimentaires, mais également aux récompenses pharmacologiques, comme par exemple les drogues d'abus. Alors, l'adolescence est également une période extrêmement critique au niveau du développement cérébral. C'est-à-dire le cerveau n'est pas encore mature, il y a encore des tas de systèmes qui sont en train de se constituer. Et donc également ici, des interventions ou des influences extérieures à cette période peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes sur le comportement adolescent et adulte. Donc, alors, parmi les récompenses alimentaires, évidemment, le sucre est une récompense alimentaire extrêmement puissante, aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Donc, chez l'homme, par exemple, les adolescents consomment plus de sucre que n'importe quel autre groupe d'âge. Et au cours des 30 dernières années, la consommation de solutions sucrées ou de soda a extrêmement augmenté. Donc ici, par exemple, on voit ce qui s'est passé aux États-Unis dans la consommation de soda qui a également très augmenté. Et ici, comparer les années 70 aux années 90, en comparant en noir la consommation de lait par rapport à en rouge la consommation de solutions sucrées. Donc on s'aperçoit que les consommations de lait ont diminué et au contraire, les consommations de solutions sucrées ont extrêmement augmenté. Alors, si on sait effectivement toutes les conséquences que peuvent avoir le fait de manger des aliments sucrés sur la santé physique, sur l'obésité, toutes ces conséquences-là, on les connaît. Par contre, on connaît assez peu de choses sur la conséquence d'une alimentation, d'une surconsommation de sucre sur la santé mentale en général, et notamment sur les comportements qui sont liés aux récompenses en particulier. Alors, c'est le sujet de notre projet et qui pose finalement la question, est-ce que la surconsommation de sucre au cours de l'adolescence peut altérer la motivation et la sensibilité aux récompenses sucrées chez l'adulte ? C'est-à-dire, est-ce que le fait de consommer du sucre à l'adolescence va avoir des effets à long terme sur le comportement vis-à-vis d'aliments sucrés ou d'aliments palatables ? Alors, quand on parle d'aliments, évidemment, il faut essayer, et pour le tester expérimentalement, il faut dissocier les différentes propriétés d'un aliment. Alors, un aliment, évidemment, il a des propriétés métaboliques. Vous en avez entendu beaucoup parler ce matin. Ça apporte beaucoup de calories à l'organisme. Donc, c'est ça, par ses contenances en gras, en carbohydrates. Mais un aliment a également des propriétés hédoniques, donc qui sont finalement la perception plaisante que l'on a lorsque, par exemple, on a un goût sucré dans la bouche, au niveau le message qui est transmis du récepteur du sucre sur la langue jusqu'aux aires cérébrales transmet une sensation de plaisir.
Mais un aliment a également des propriétés motivationnelles. Par exemple, quand vous regardez ce gâteau, il peut vous évoquer beaucoup de choses. Par exemple, le gâteau que vous savez votre grand-mère quand vous étiez plus petit, ou un gâteau que vous avez mangé dans certaines conditions particulières. Donc toute la mémoire qui est associée avec des expériences alimentaires particulières peut être génératrice d'une motivation, d'un désir à consommer ce type d'aliment. Alors, on va essayer de voir, nous, quels sont donc les effets d'une consommation de sucre à l'adolescence sur ses propriétés hédoniques et ses propriétés motivationnelles. Alors, pourquoi est-ce qu'on les sépare? C'est parce qu'on sait très bien que dans certains types de pathologies, comme notamment, par exemple, l'addiction aux drogues, on peut avoir une dissociation totale entre le plaisir qui diminue avec la consommation de drogue et la motivation qui, elle, augmente et qui conduit donc à une consommation, on va dire, pathologique de la drogue. Donc pour cela, eh bien, on va utiliser des rats qui, comme l'homme, sont également très friands d'aliments sucrés. Et on va avoir deux groupes d'animaux. Des animaux qui, au cours de l'adolescence, vont avoir accès à de l'eau. Donc en fait, ils ont 2 bouteilles. Ces 2 bouteilles sont remplies d'eau. Et un groupe qu'on va appeler sucrose, qui, à l'adolescence, va avoir accès à une bouteille d'eau et à une bouteille de sucrose, à 5%. Donc, c'est le rat qui, finalement, décide ce qu'il va consommer en sucre. Et je peux vous dire qu'avec du sucrose à 5%, en fait, globalement, toute sa consommation hydrique est une consommation de sucrose. Donc ça, on va le faire pendant toute la période d'adolescence chez le rat, qui, par rapport à l'homme, évidemment, est beaucoup plus courte, puisqu'elle s'étale de P30 à P46, en postnatal day, jour postnatal 30 à jour postnatal 46. Et on va étudier à la fois pendant l'adolescence et à l'âge adulte le comportement alimentaire par rapport au versant hédonique et au versant motivationnel, mais également le développement de certains circuits cérébraux dans le cerveau. Donc, c'est juste ici résumé. Donc, on va étudier les propriétés hédoniques, donc mesurer la sensibilité au plaisir alimentaire chez les animaux qui ont consommé du sucrose à l'adolescence et mesurer la motivation à consommer des aliments plaisants chez des animaux qui ont consommé du sucrose au cours de l'adolescence. Alors, comment est-ce qu'on mesure les propriétés hédoniques? C'est-à-dire que le rat, il ne peut pas parler, il ne peut pas dire c'est bon, c'est pas bon. Donc, on est obligé d'interpréter son comportement. Et donc, si on regarde, par exemple, la réactivité de nouveau-nés lorsqu'on leur met dans la bouche des aliments sucrés, amers ou acides, on s'aperçoit en fait qu'ils ont des mimiques, des réactions orofaciales qui sont parlantes, puisque on voit très bien qu'ils sont très contents d'avoir du sucre, beaucoup moins contents d'avoir une solution amère et encore moins contents d'avoir une solution acide. Eh bien, ces mimiques orofaciales sont conservées en fait, entre l'humain, le singe et le rat. Donc, je vais vous montrer un petit film très rapide, si on peut me l'envoyer, qui va vous montrer justement chez le rat ce qui se passe quand on met dans la bouche du rat des aliments ou sucrés ou de la quinine, qui est donc très, très amère. Donc voilà, donc là, c'est du goût sucré. Donc on s'aperçoit au ralenti, en fait, on voit des mouvements particuliers de la langue. Donc ce qu'on appelle... en fait, globalement, il se lèche les babines d'une certaine façon. Par contre, quand on lui met de la quinine, en fait, il a un mouvement pour essayer de rejeter l'aliment. Donc en examinant ces films, donc en filmant les animaux et en les examinant de façon très précise, on va pouvoir, donc c'est bon, on peut revenir aux diapositives, on va pouvoir quantifier la réactivité hédonique de ces animaux. Donc juste à titre d'exemple ici, donc sur la gauche ici, vous avez la réactivité de plaisir, d'aimer en fait, en fonction de différentes substances, sucrose versus quinine par exemple, donc, et ici les réactions aversives. Donc très clairement, vous voyez que quand on met du sucrose, on a énormément de réactions de type appétitive. Par contre, quand on met de la quinine, on a énormément de réactions de type aversive. Donc, on va utiliser ce type de protocole pour quantifier la réactivité hédonique des animaux.
Alors, comment est-ce qu'on mesure la motivation maintenant chez le rat, Donc, une façon très simple de mesurer la motivation chez un animal, c'est de lui demander de travailler, de voir combien il est capable de travailler pour obtenir une récompense. Donc ici, par exemple, c'est le paradigme de l'allée droite. Donc, ce qu'on fait, en fait, on met un rat, c'est comme un rat qu'on met au bout d'un couloir, et à l'extrémité du couloir, on lui met un bol rempli de nourriture. Et on mesure la vitesse avec laquelle l'animal parcourt ce couloir. Et donc, plus il va être motivé, plus il va parcourir ce couloir rapidement. Donc là, on a une mesure de la motivation. Une autre façon de faire, qui est un peu plus sophistiquée, qui demande surtout beaucoup plus d'argent, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des cages opérantes, où l'animal est placé dans la cage, a accès à 2 leviers. Donc ici, vous voyez le rat, il peut appuyer sur un levier, ce qui déclenche un moteur et qui distribue une pastille alimentaire dans la cage. Donc globalement, ce qu'on fait, on demande à l'animal au départ d'appuyer une fois pour obtenir une pastille. Donc un appui, une pastille. Et après, en fait, on est un peu vicieux, on lui demande de travailler de plus en plus pour avoir une pastille supplémentaire. Donc par exemple, on augmente de 3. Donc pour avoir la 2e pastille, il va falloir qu'il appuie 4 fois. La 3e pastille, il va falloir qu'il appuie 7 fois, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'animal, finalement, le rapport coût-bénéfice commence à être pas très intéressant, et il s'arrête d'appuyer. Ce qu'on appelle le point de rupture. Et dans ce cas-là, le point de rupture est une image directe du niveau de motivation de l'animal. Plus il va être motivé pour consommer l'aliment, plus il va être capable d'aller loin dans ce ratio progressif. Donc ça, c'était la partie, la description des tests comportementaux. Mais comme je vous disais tout à l'heure, au niveau neurobiologique, en fait, si on arrive à dissocier la valeur hédonique et la valeur motivationnelle au niveau comportemental, on arrive aussi à dissocier les circuits qui sont impliqués dans ces 2 choses. Les opiacés, au niveau du cerveau, globalement notre héroïne endogène, d'une certaine façon, qui est très impliquée dans la perception du plaisir. Et la dopamine, notre cocaïne endogène d'une certaine façon, qui, elle, est très impliquée dans les propriétés motivationnelles, dans le codage de la motivation. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'en même temps qu'on va regarder au niveau comportemental comment évolue le comportement alimentaire, on va regarder également comment l'exposition à du sucrose, le fait d'avoir consommé du sucrose, peut modifier l'architecture anatomique de ces circuits au moment de l'adolescence, c'est-à-dire on va mesurer par exemple la densité de fibres dopaminergiques au niveau de certaines structures dopaminergiques du cerveau, et on va regarder si on a des modifications. Mais on va également regarder l'architecture fonctionnelle, c'est-à-dire on va essayer de tester comment les circuits ou dopaminergiques ou opiacés sont efficaces en mesurant par exemple l'expression des récepteurs qui sont présents dans le cerveau sur lesquels viennent se fixer la dopamine et les opiacés. Donc, au niveau des partenaires, eh bien, nous sommes 2 équipes à Bordeaux. Donc, mon équipe, Addictim, qui fera intervenir donc moi-même, Catherine Lemoine, qui est directeur de recherche au CNRS et qui est spécialisée dans tout ce qui est l'anatomie fonctionnelle, c'est-à-dire mesurer les récepteurs, mesurer les circuits, mesurer les neurotransmetteurs. Un post-doctorant qui, grâce au Fonds alimentaire alimentation santé, au Fonds alimentation santé, va pouvoir être recruté. Et l'équipe d'Étienne Coutureau, qui est également à Bordeaux, et qui, lui, va, avec ses collègues, va s'intéresser à l'architecture anatomique, la densité des fibres dopaminergiques, à étudier la densité des fibres dopaminergiques au niveau des structures cérébrales. Donc voilà, donc, le projet, nous sommes partis sur une base de 2 ans. Donc j'espère beaucoup que dans 2 ans, je pourrai vous présenter des résultats. Je vous remercie beaucoup de votre attention.